Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour les tops et flops du mois de février. Et on commence avec les sorties ciné. Alors on va tricher un petit peu puisque c'est une sortie ciné qu'on vient d'aller voir, donc début mars, et qui est sortie fin février quand même. Je crois bien, oui. Donc il s'agit de Dune 2, deuxième partie, donc vous n'avez pas pu passer à côté, hein. C'est la sortie ciné du moment. Alors, on avait beaucoup aimé le premier film avec Valérie. Ça avait été l'occasion pour toi de découvrir les bouquins. Mais non, je les avais lus avant. Ah, tu les avais lus avant? Oui, mais donc du coup, tu les avais lus en prévision de la sortie du film? Pas du tout. Même pas? Ah, c'était un super Rien concours à de voir. circonstances alors. Et donc, moi, je les avais relus aussi un petit peu avant, en même temps que Valérie découvrait les bouquins, mais du coup, on était allé voir le premier film avec les bouquins en tête. C'est ça qui est important. Et on avait trouvé que c'était bien adapté. Après, c'est toujours des choix artistiques, de mise en scène, etc. C'était quand même assez fidèle au livre. Mais on avait trouvé que c'était assez fidèle au livre et que, on était ressortis vraiment, vraiment contents et on avait hâte de voir le deuxième. Et là, du coup, en sortant du deuxième, moi, je dirais qu'on est content. Mais moins. Alors, on est moins content. au niveau du visuel, moi je trouve que c'est toujours très bien retranscrit. Enfin, on est dans la continuité du premier et on est vraiment dans l'ambiance. Mais par contre, c'est vrai que la trame narrative, du coup, par rapport au premier film, il y a un peu plus de liberté prise par rapport au bouquin. Et il y a quelques faits un peu marquants qu'on aurait aimé y retrouver. Complètement modifiés. Mais c'est inévitable, hein, c'était le cas aussi pour le Seigneur des Anneaux, voilà, mais donc du coup, on est ressorti un petit peu moins enthousiasmé que pour le premier, mais quand même content, enfin faut pas non plus bouder son plaisir. Alors après le film il dure presque 3 heures et honnêtement on n'a pas vu passer les 3 heures. Mais après moi l'autre reproche que je fais au film c'est que il y a quand même pas mal de scènes où il passe un peu vite. Alors en fait ce qu'il y a c'est que le livre est très très dense. Alors c'est vrai qu'adapter ça au cinéma, les films font déjà 3 heures, déjà le premier je crois qu'il faisait déjà 3 heures. Oui. Bon, forcément, on peut pas tout développer comme dans le livre, mais quand même, il y a certaines scènes qui durent vraiment quelques minutes, alors que dans le livre, on en a des tartines et des tartines de pages. Bon, voilà, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Je pense que c'est compliqué d'adapter une œuvre comme ça aussi au cinéma, quoi. Il y a aussi, et sans spoiler, mais il y a un personnage assez important qui, normalement, devrait apparaître à ce stade de l'intrigue et des bouquins. Ils ont changé l'histoire. Voilà, et qu'on voit pas arriver. Et voilà, ça, moi, j'étais quand même très déçu. Parce qu'il y avait quelques scènes marquantes avec ce personnage que, du coup, on ne voit pas. Et moi, j'allais voir le film en me disant « Ah, on va voir ce passage-là ». Et du coup, en fait, on n'y a pas droit. Et du coup, je suis resté un peu sur ma faim par rapport à ça. Et on ne le verra sans doute pas dans la prochaine. Le prochain film. Non, puisque de toute façon, la scène en question a lieu, mais du coup complètement modifiée et sans le personnage. Mais donc c'est mort. Mais donc ça c'est quand même dommage. On verra comment est-ce que le prochain film est mené. Et de toute façon, on ira le voir aussi avec plaisir. Mais oui. On est sorti moins enthousiaste de Dune 2 que de Dune 1. Voilà. Ensuite, moi j'ai été voir La Zone d'intérêt, donc qui est en fin d'exploitation, là je sais pas s'il passe encore beaucoup en salle. Donc c'est l'histoire plus ou moins du directeur du camp d'Auschwitz. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire dans le film, il n'y a pas vraiment de scénario, c'est juste qu'on suit la vie un peu banale, la vie quotidienne de tous les jours de cette famille, de la famille du directeur du camp d'Auschwitz. En fait, ils habitaient à côté du camp, alors à côté, c'est-à-dire qu'au fond de leur jardin, il y a un mur, et derrière le mur, c'est le camp, donc voilà. Et du coup, on suit des scènes de la vie quotidienne sur fond, alors on a un fond sonore, on entend des cris, parfois des tirs, ce genre de choses. On voit les enfants qui se baignent dans la piscine, et puis en arrière-plan, il y a des cheminées qui se mettent à fumer. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est un petit peu dérangeant quand même, c'est assez grinçant, alors c'est pas très rigolo comme film, mais moi j'ai trouvé ça très original comme manière de filmer, de raconter un peu, je vais pas dire cette histoire parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais bon bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu difficile à raconter. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai trouvé très bien, c'est très très bien fait, c'est très bien amené. Voilà, donc un très très bon point pour ce film.
Ensuite, on a pas mal de séries Canal. On a regardé plusieurs séries courtes. Alors du coup, on a pas mal de trucs à parler là cette fois-ci. Donc vas-y Nico, je te laisse commencer. On va commencer par D'argent et de sang. Donc la deuxième partie de la série qui est sortie le mois dernier. Donc c'est la série qui est inspirée de l'arnaque, ce qu'on appelait l'arnaque du siècle, sur le casse du siècle, sur la taxe carbone. Donc on a la deuxième partie de la série. Dans la même lignée que la première partie, avec des personnages hauts en couleur, mais en même temps, en fait, quand on voit les interviews des vrais criminels, des mecs qui ont été arrêtés, on voit d'où vient l'inspiration et l'affiliation, et en fait, ça a l'air d'être n'importe quoi, mais c'est quand même assez proche de ce qui s'est passé. Il y a toujours le personnage de Vincent Lindon en juge d'instruction torturé. C'est pas un juge d'instruction. Non, effectivement, non, il est de la brigade financière, pardon. Magistrat. Mais oui, il est magistrat de la brigade financière, tout à fait, t'as raison. Mais du coup, il amène un personnage un peu torturé qui, je trouve, amène pas forcément grand chose au récit. Non, ça rien à l'histoire et c'est un peu larmoyant, mais on en avait déjà parlé quand on avait parlé de la première partie. Oui, mais du coup, dans la façon dont la série se déboucle, ça n'amène toujours rien de plus. On change pas d'avis, quoi. Et donc cette deuxième partie est plutôt centrée sur la traque des malfaiteurs, alors que sur la première partie, on a toute l'arnaque en fait qui se met en place et à la fin de la première partie, l'arnaque est faite, quoi. Là, dans la deuxième partie, ils flambent leur argent et ils se font rattraper comme ça. Et dans l'ensemble, c'est une série qu'on a beaucoup aimé, qu'on a regardé avec beaucoup de plaisir. Il y a des moments, franchement, on rigole. Alors, on rigole, mais on rit jaune parce qu'on sait aussi que c'est quand même des vrais mecs qui ont réellement détourné des centaines de millions d'euros de l'État, quoi. Donc, c'est assez impressionnant, un peu affligeant aussi. Mais ça fait un récit qui est quand même assez prenant et divertissant. Donc, et je crois pas qu'on en avait parlé quand on avait présenté la première partie, mais moi je trouve que Ramzy, il est vraiment, il a un jeu d'acteur, il est hyper bien dans cette série. Ramzy, c'est pas un acteur que je trouve incroyable, mais là vraiment je trouve qu'il quand tu vois des interviews de Marco Mouli dont son personnage est inspiré, tu vois clairement que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. On a également regardé sur Canal la série Désordre avec Florence Foresti, qui est une série... Deux et avec, effectivement. Et qui est une série en fait où elle joue son propre rôle dans une période de sa vie où elle est en train d'écrire son spectacle, et elle met en scène un petit peu ses tracas de mère célibataire, ses névroses, son anxiété, et donc toujours avec beaucoup de décalage, beaucoup d'humour, avec un personnage qui vient du coup personnifier son anxiété. Donc du coup en fait son anxiété, c'est un personnage dans le film qui est là, qui est présent, qui l'interpelle, qui se fout un peu de sa gueule, mais avec qui elle a un petit peu une forme de relation. Il y a un truc un petit peu imagé, un peu poétique là, autour de l'anxiété, que j'ai trouvé assez bien amené et assez intelligent dans la manière de porter le message, mais sans enlever la dimension comique de la série. Et non, c'était bien mené. C'est une série qui est à la fois très drôle et très émouvante. En fait, moi je m'attendais pas du tout à ça en regardant une série de Florence Foresti. Et d'ailleurs le titre Désordre fait référence, alors je sais plus ce que c'est, je vous mettrai dans l'écran, à un espèce de trouble dépressif dont souffre Florence Foresti et qu'on voit en fait dans la série. Donc même si c'est pas autobiographique, en fait on soupçonne qu'il y a quand même un fond de vérité. Non mais il y a un fond, c'est basé sur des événements de... Ça raconte pas des choses qui lui sont vraiment arrivées, mais je pense que ça raconte une période de sa vie qu'elle a réellement perçue de cette manière-là, et donc elle met en scène et fait les sentiments qu'elle met en scène, je pense, sont réels, même si les anecdotes et les situations sont fictives. Voilà. Ensuite, on a regardé Pandore. Donc là, je crois que ce n'est pas une série Canal, c'est une série belge qui se passe à Bruxelles.
Donc au début de la série, on assiste à une conférence de presse d'un parti politique belge. Et en repartant du meeting, il y a un des hommes politiques qui assiste dans le parking de l'immeuble à une agression d'une extrême violence. Il secourt la victime et ensuite tout le reste de la saison, enfin de la série, c'est la récupération politique et médiatique de cette affaire, de ce fait divers. Alors c'est une série qui est assez dérangeante, moi j'ai trouvé, parce que même si c'est pas une histoire vraie, ça fait quand même écho à des faits divers qu'on connaît, qui se sont passés ces dernières années, même si ça se passe en Belgique et pas en France. Enfin, ça pourrait très bien être une histoire vraie qui s'est passée en France. Culturellement, enfin voilà, oui. tu vois que c'est situé en Belgique, mais tu te dis pas ça aurait jamais pu se passer en France, ou ça pourrait pas être tourné en France, ou situé en France comme... et c'est pareil, le fait divers, c'est pas un vrai fait divers, mais ça pourrait très bien l'être. Enfin, pour le coup... Et en fait, la série est vraiment axée sur toutes les réflexions autour de... par exemple, l'homme politique qui secourt la victime. En fait, il met en scène après tout ça pour attirer l'empathie des gens, pour attirer des électeurs. En plus, là, la série se passe pendant une période d'élection en Belgique. Et donc, on voit toutes les réflexions qu'il a avec sa conseillère en communication autour de ça, pour mettre en scène tout ça, alors que y a une vraie personne derrière qui a été agressée, qui a subi un traumatisme, voilà, et voilà, et c'est assez dérangeant. Et alors il y a aussi le côté média, où on voit pareil, les médias qui réfléchissent à comment est-ce qu'ils vont faire de l'audience, quel sujet ils vont amener, comment est-ce qu'ils vont l'amener, juste pour faire de l'audience en fait. Donc voilà, moi je trouve que cette série était pas mal. Et puis ce côté un peu dérangeant qui est quand même assez intéressant. C'est sûr qu'on n'est pas sur une série comique, mais c'est très bien écrit, ça fait réfléchir, c'est prenant. Donc et c'est assez court, hein, c'est une oui, il n'y a qu'une saison, mais bon, la fin est quand même un peu bizarre pour le coup. Là, il y a une deuxième saison qui a dû être annulée. Hein, oui, c'est possible. Ouais. Non, effectivement, t'as raison. Je suis d'accord. Et ensuite, on a également regardé 000. Alors là, pareil, je suis pas sûre que ce soit une série Canal. Je crois que c'est tiré d'un livre du même nom. Et en fait, c'est une série qui parle de trafic de drogue. Donc, on suit les 3 protagonistes du trafic de drogue. Donc, les producteurs plutôt au Mexique, les acheteurs-vendeurs aux États-Unis, et ensuite les distributeurs en Italie. Et donc on suit les 3 histoires donc, de ces 3 groupes de personnes en parallèle, mais alors au début c'est des histoires qui sont assez indépendantes, et puis au fur et à mesure on voit bien qu'en fait l'histoire de l'un va avoir des conséquences sur l'histoire de l'autre, puis à la fin tout le monde, tout se rejoint quoi. Donc c'est une série qui était pas mal. Enfin, l'histoire franchement elle est assez sympa. Par contre on a été plus dubitatif sur la réalisation parce que il y a souvent en fait sur les épisodes il y a une première moitié ou un tiers qui donc raconte un morceau de l'histoire, et ensuite on reprend le même morceau de l'histoire mais vu par un autre personnage de la série. Et en fait bon, une fois, c'est pourquoi pas, mais là c'était un peu trop. Et surtout en fait dans les points de vue quand même se rejoignent, et on a quand même l'impression à un moment donné de voir 2 fois les mêmes scènes. En partie, après c'est complété effectivement par des points de vue différents, mais la réalisation est peut-être pas à la hauteur de l'ambition qu'il y avait sur ce procédé quoi. Voilà, mais sinon, bon, on en parle quand même dans les top 5, oui, c'est vrai qu'on a bien aimé, parce qu'au final, l'histoire, elle est quand même elle est pas mal. Enfin, le scénario, il est vraiment bien. Et justement, cette astuce de réalisation, c'est frustrant que ça n'ait pas été mieux fait, et parce que la série aurait pu être beaucoup mieux servie si ce dispositif avait été mieux exploité. Hein. Et enfin, donc, le meilleur moment de la vidéo, celui que tout le monde attend, évidemment, donc l'instant Fast and Furious. Donc nous avons vu Fast and Furious 5, déjà hein, ça passe, hein, ça file vite. Et donc Valérie, qu'est-ce que tu as pensé de Fast and Furious 5 ? Un peu comme Non, en fait c'était un peu une réplique du 4. Franchement, voilà. C'est tout, pas plus ?
Non, bah c'est un blockbuster avec des gros effets spéciaux, des explosions dans tous les sens, des courses-poursuites. Oui. Voilà, il y a du spectacle, comme pour le 4. Donc tu as été diverti. Donc j'ai été divertie. Ah. Par contre, bon, le scénario, toujours pas ouf. Hein, non, mais alors je suis d'accord que celui du 4 est pas dingue, du 5 est pas dingue, mais tu vas voir sur le 6, il y a un gros twist qui est annoncé un petit peu à la fin du 5 hein, d'ailleurs, mais voilà, sur le 6, on va avoir, on va avoir du nouveau à dire sur le 6. On aura plus de choses à dire sur Fast and Furious 6 à mon avis. Parce que le 5, c'est quand même, ils ont repris le 4, ils ont modifié 2-3 trucs dans le scénario, et puis ils ont mais tu vois déjà, ils se sont pas foulés quand même. Tu avais convenu que le 4 était beaucoup mieux que le 3. Non, mais c'était mieux dans le sens, c'était un film à spectacle. Bah oui. Niveau scénario, tu m'excuseras, mais bon... Ah mais ça va, c'est pas du Shakespeare, hein. Donc on se retrouvera le mois prochain pour Fast and Furious 6 qui, j'en suis sûr, impressionnera beaucoup Valérie par sa qualité. On verra ça. Rendez-vous est pris. Ok. Voilà, c'était nos top et flop du mois de février. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flop en ce moment. Et si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté, est-ce que vous en pensez? Donc voilà, Nico, on te retrouve du coup le mois prochain pour Fast and Furious 6. Fast and Furious 6 et les prochains top et flop. Accessoirement. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo DIY. Bye bye.